Bonjour et merci d'être fidèle à notre rendez-vous du week-end. On accueille aujourd'hui le plus trublion des journalistes sportifs, le football est sa passion, et il s'est enfin décidé, à travers le livre Pulse, à livrer des tranches de vie. Bonjour Didier Roustan. Bonjour. Didier, je crois que vous avez découvert le foot dès le plus jeune âge. Oui, je suis né dedans avec un père qui était passionné, un oncle qui a été avant-guerre professionnel à la SCAN. Ma mère est antillaise, donc son papa, c'est-à-dire mon grand-père, était un grand malade de Ah football. oui. Donc voilà, je suis tombé dans la marmite très, très jeune. Et à la télé, vous avez, je crois, commencé par un stage. C'était un peu sur la pointe des pieds, et puis finalement vous y êtes. Oui, c'était un stage. J'avais juste 18 ans à TF1. Ça devait durer 3 mois et puis je devais partir. Et les événements ont fait que j'y suis resté 13 ans Oui. et que je pourrais y être encore si j'avais décidé de rester à TF1, mais pour des raisons qui seraient trop longues à expliquer, je souhaitais partir. Hum, Je suis allé à Canal+. Et puis hum. voilà, la vie a suivi son cours. Et sur TF1, bon, on se souvient notamment, vous étiez un pilier de téléfoot au point de diriger l'émission entre 86 et 89. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté, cette émission Ben, ça, TF1, ça a été la découverte de ce métier et en fait, je dois tout à Téléfoot parce que si je suis resté quand je suis arrivé en 76, c'est que bizarrement, ben, j'ai rendu pas mal de services à un certain nombre de journalistes, donc ça Ah les a oui. étonnés au niveau de ma connaissance du football et ils m'ont pris en affection. Et Georges Decaune m'a convoqué. Georges Decaune, enfin, qui est connu des plus anciens, Oui, puisque oui. ça a été l'un des créateurs de la télévision. Les plus jeunes connaissent sans doute son fils Antoine. Oui, plus, ouais. Euh, voilà. Et il se trouve qu'un mois avant le départ de mon stage, fin 76, donc, les accords pour une nouvelle émission qui allait s'appeler Téléfoot, qui allait exister en septembre 77, ont été réalisés entre le PDG de TF1, Georges Decaune, le patron des sports, et les présidents de la Ligue professionnelle de football et de la Fédération française de football. Et à partir de là, Georges Decaune, qui était étonné de tout ce que je réalisais juste pour un stage, parce qu'un stage, en général, voilà, vous triez les dépêches, vous rendez deux, trois Oui, services, ouais. mais pas plus. M'a convoqué, il m'a dit écoute Didier, on va faire vite des essais de télé, il n'y a pas de raison que ça marche pas, et comme ça on va te faire signer un contrat. Et ça s'est bien passé. Et donc pour revenir à la question, téléfoot, ben voilà, j'ai appris mon métier à travers téléfoot. C'était une très bonne école parce que le soir même, on faisait des résumés assez conséquents Oui. des matchs de football qui venaient de se disputer. C'est là où j'ai fait mes premiers reportages plus ou moins longs et où j'ai pu me réaliser, quoi. Hmm. Alors, vous en parliez, ensuite, il y a l'aventure Canal+. Là, vous allez faire Ouais. plutôt du magazine. Oui, ça va être plutôt des longs magazines, des documentaires entre 40 et 52 minutes. Ça ne sera pas que du football, donc ça va m'ouvrir l'esprit. Ça va m'ouvrir au monde aussi, même si je voyageais beaucoup à l'époque à TF1 et que j'avais changé plusieurs fois de continent. Mais là, tous les mois, je vais partir 15 jours au bout du monde, que ce soit en Asie, en Afrique, aux Amériques. Et puis, le fait de toucher beaucoup de sports va m'enrichir aussi, parce que ça, de temps en temps, je sais pas, Joe Montana avec le football américain, Sugar Ray Leonard avec la boxe, le cyclisme en Colombie, la boxe thaï, donc en Thaïlande, en Afrique. Bon, il y aura aussi des documentaires sur le football. Et ça va être une bonne école. Et puis en tant qu'homme, je vais beaucoup apprendre sur la vie, sur moi-même. Voilà, on a coutume de dire que les voyages forment la jeunesse. Oui. Ensuite, vous rejoignez le service public. Ça a été de belles années aussi. Oui, c'est bon dans Puzzle, donc le Hmm. livre en question, où je mélange un peu les époques. C'est une biographie sans trop l'être, je crois, parce que c'est un mélange de rencontres, de voyages précisément. Je parle de 47 ans de télévision aussi, quoi. Il y a pas que du
football, même si le football est en toile de fond. Oui. À un moment, je reviens sur certains passages plus ou moins marquants sur France Télévisions, notamment cette Coupe du Monde 84, Ah bah oui, 94, pardon, ouais. commenté avec Eric Cantona, l'émission Terre de foot. Alors bon, dans les 428 pages, je peux pas tout dire et tout expliquer aussi. Je pense que, ouais, il y a des anecdotes et puis j'essaie aussi de, sans trahir les personnes avec qui j'étais et pas être trop dans l'intime parce que Non, des choses non, qui ouais. n'existent pas. Ouais. Mais on visite aussi un peu les cuisines et de la télévision et par rapport au contact avec certains champions. Mais en 428 pages, ben, c'est pas rien. J'ai pas pu tout dire. Non, il y aura une suite du coup. Voilà, enfin, peut-être. Ouais. Vous voyez sur la couverture, il est marqué, il y a le chiffre 1. Ça veut dire que si l'éditeur s'y retrouve, si ce public, ce livre trouve son public, bah dans un an, il y aura un tome 2 et ainsi de suite. Ouais. Je pense que dans ma besace, j'ai l'équivalent de 4 ou 5 Ah oui, d'accord. Ah oui. C'est conséquent. Ah bah ouais, 47 ans. Ouais, c'est sûr, oui. C'est 47 ans assez riches, hein. C'est pas 47 ans en restant tranquillement Oui, c'est sûr. dans un bureau et en racontant des choses sur un plateau de télévision, quoi. Ouais, donc ça a dû vous prendre du temps à l'écriture. Oui, mais j'ai une bonne mémoire visuelle déjà, et puis tout court, et puis ça m'a permis de replonger dans certaines choses. Alors je dis pas que c'est une psychanalyse, mais ça en était touchant par certains côtés. Et ça m'a pris plus de 9 semaines pour l'écriture, mais dans la journée, alors moi, chacun a sa technique. Oui, oui. Je pense que les écrivains, alors écrivain, le mot est trop fort pour moi, mais en général, je crois que c'est le matin, pendant 5-6 heures, ils s'enferment dans une pièce, on peut pas les déranger, etc. Et tout. Moi, comme parallèlement à ça, j'avais aussi mon métier. Oui, vous continuiez, oui. Tous les jours, quoi, une certaine vie sociale. Donc, je bloquais pendant ces 9 semaines, de 18-19 heures à 4 heures du matin. Ah oui, d'accord. Ah oui. Ouais, parce que bon, a priori, on va pas trop vous téléphoner ou vous allez être moins sollicité entre 23 heures et 4 heures du matin. Oui, c'est vrai, oui. Là où j'étais le plus prolifique. Mais ça m'empêchait pas, dans la journée, de penser à certaines choses. Vous êtes un peu, dans ce moment-là, un peu possédé par tout ça, quoi. Ouais. Et ça vous quitte pas non plus. Et je crois que ça faisait longtemps hein, que les éditeurs vous faisaient des propositions de livres. Ouais, ça faisait un certain nombre d'années que je croisais au hasard des soirées ou peut-être dans un bar par hasard des gens que je connaissais pas parce que je connais pas trop ce monde de l'édition qui m'accostaient et qui me disaient voilà, monsieur Rostand, vous avez vécu un certain nombre de vies, ça fait plusieurs décennies, vous avez touché un certain nombre de générations, vous avez été précurseur dans bien des domaines avec un style bien affirmé. Vous devriez peut-être transmettre tout ça, parce que bon, les écrits restent, quoi, hein, comme l'on dit. Et chaque fois, je refusais poliment parce que je trouvais ça un peu prétentieux, pompeux, de parler de soi dans un livre. Et à un moment, quelques années plus tard, c'était peut-être le bon moment aussi. Disons que j'ai descendu un peu mon pont-levis. J'ai laissé infuser pendant 15 jours après une rencontre donc avec les dirigeants des éditions Marabout et en particulier monsieur Benoît Bontou. Et je lui ai dit, écoute, on se revoit dans 15 jours et puis on en discute. Et là, je lui ai posé, je me suis dit oui, mais à certaines conditions qu'il a acceptées. Et les conditions étaient les suivantes. Bon, déjà que ça soit pas racoleur, comme l'a Oui. Ouais. C'était la base. Mais aussi de ne pas raconter des choses dans leur chronologie, ne pas commencer avec, voilà, en septembre 1976, je pose mon premier pied à Cognac-G pour un stage patati patata, jusqu'à nos jours 2023. Donc je mélange les pistes, qu'il y ait plusieurs pièces dans le puzzle, qu'il y en ait certaines importantes, certaines un peu plus biscornues, et à la fin du livre, eh ben, ça sera aux gens d'assembler tout ça et arriver à quelque chose d'à peu près concret.
Mais bon, sans prétention aucune, à travers tous les retours que j'ai des lecteurs, Oui, j'allais vous demander, oui. Ouais. parmi eux des professionnels, j'étais encore avec un journaliste qui faisait une interview de moi ce matin et puis une autre il y a 3 jours d'un journal suisse. Ils ont, bon, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais ils ont adoré parce que déjà ils ont beaucoup aimé le style qui est particulier, où on a l'impression de m'entendre en lisant, quoi. On sent bien ma présence et mon style, qui est pourtant un style parlé, mais bon, Oui. j'ai réussi à retranscrire ce style-là. Et puis, ils aiment bien aussi le fond, quoi, tout ce que je raconte, parce que c'est assez riche aussi, je crois. Didier, vous êtes engagé contre la violence et le racisme dans le football. On imagine que ça vous désole les dérapages réguliers qu'il peut y avoir autour du ballon rond. Ouais, j'ai créé un syndicat mondial avec Eric Cantona et Diego Maradona il y a bien longtemps maintenant, parce que c'était en 95. Plus tard, de 2003 à 2018, j'ai créé une association qui s'appelait Foot Citoyen et c'était pour aider les jeunes un peu en dérive, un peu invertébrés, mais qui étaient passionnés de football et par le prisme du football, eh bien les aider et les rapprocher justement de ces valeurs du sport et du football qui sont des vraies valeurs éducatives qui moi personnellement m'ont beaucoup apporté quand j'étais footballeur parce que j'avais la chance d'avoir des entraîneurs mais qui étaient aussi entre guillemets des éducateurs. Donc quand on a travaillé avec ces jeunes mais aussi les gens qui encadrent ces jeunes à qui il fallait donner des outils de pédagogie adaptés, on a aussi beaucoup travaillé dans des prisons avec le ministère de la Justice, la protection jeunesse judiciaire, etc. Ils étaient tous enchantés de nos travaux. Et donc, tout ce qui est violence aussi autour de ce sport, racisme, homophobie, c'était abordé. Le mal est profond parce que il est sociétal. Et je veux dire, le football ne peut pas être sous une petite soucoupe dorée et ne pas être atteint par toutes les tares et excès de la société actuelle. Oui, bien sûr. Ouais. Et donc, il en est victime. Mais je trouve aussi que il en est complice aussi quelque part parce que nos dirigeants de football, que ce soit sur le plan international ou national, ou que ce soit des présidents, alors certains sont sincères, certains sont dépassés, mais il y en a beaucoup. Je dis pas qu'ils entretiennent tout ça, mais en tout cas, ils en font pas suffisamment cas, ils se donnent pas les moyens de le combattre, ils sont omnubilés par le résultat de leur équipe, par les ressources financières, etc. Et voilà, ils mettent ça sous le tapis, alors qu'il faut l'affronter. Donc, ce qui s'est passé il y a quelques temps encore avec ce cas qui a été attaqué des Lyonnais et l'entraîneur qui a failli perdre un œil, ce match reporté, et puis des incidents comme ça et des bus caillassés, ça date pas d'hier. Les supporters lyonnais qui à l'intérieur faisaient des saluts nazis et des gestes qui mimaient des singes qui se grattent. Tout ça, je pense que les pouvoirs publics déjà doivent se donner les moyens de combattre ça, mais aussi le milieu football et les deux en parfaite harmonie. Mais on est dans une société qui est très laxiste, quoi, hein, qui excuse un petit peu tout et qui pousse les gens à l'individualisme et c'est enfin on voit au-delà du football une société aussi qui est fracturée, on voit tout ce qui se passe à travers le monde et c'est très compliqué, mais le football devrait être à mon sens quand même beaucoup plus vigilant et travailler de manière plus concrète dans ce secteur. Eh bien, un grand merci Didier Roustan. Je pense que vous avez donné envie à nos auditeurs de lire Pulse. Hein. Vous parlez de foot, voilà, mais aussi de poésie et de voyage. Voilà, il y a de la poésie, beaucoup d'humain. Le football est en toile de fond et le métier de la télévision et de journalisme aussi. Mais je crois que même, j'ai eu des retours de gens qui l'ont lu et qui sont
pas des passionnés acharnés de Oui, football. oui. Et ils ont aimé ça parce que c'est un parcours, une philosophie de vie aussi. Voilà, il paraît que ça se laisse lire, alors tant mieux, quoi. Et merci à vous. Eh ben, un grand merci. À bientôt. Au revoir.